Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer Yanis Bayadroun, c'est ça? Je ne suis pas trompé? Non, c'est exactement ça. Bon, parfait, parce que j'aime pas estropier le nom des gens. Je suis toujours inquiet de savoir que j'ai bien prononcé leur nom. J'essaie d'être précautionneux là-dessus, c'est important. Ah, t'es bien dit. À toi, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec plaisir. Et on va pouvoir un peu parler de ton parcours, on va pouvoir parler de ton aspect d'entrepreneur avec l'application Tail et parler un peu du mental, parce que du coup il en faut quand on est entrepreneur et qu'on se lance dans le lancement de quoi que ce soit, finalement en cas des choses qui nous tiennent à cœur. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Yanis? Ouais, bien sûr. Écoute, merci Seb pour l'invitation. C'est un immense honneur de pouvoir présenter mon parcours lié aussi avec l'approche du mental et mon application finalement. Donc je vais me présenter, je m'appelle Yanis Bayadroun, j'ai 30 ans, je suis toulousain d'origine et je suis à Paris depuis 7 ans. Je suis serial entrepreneur, j'ai créé plusieurs boîtes. Là, nous lançons une nouvelle plateforme avec 3 de mes associés, une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de récompenser leurs fans pour leur engagement à travers les actions que les fans font sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Donc nous sommes aujourd'hui en version bêta. On teste l'application avec des bêta-testeurs et on devrait annoncer un lancement assez prochainement dans l'idée. Sinon, moi, avant ça, je suis diplômé d'une école de commerce de Toulouse Business School. Et suite à ça, finalement, j'ai créé ma première boîte pendant mon parcours scolaire que j'ai revendu. J'ai créé une deuxième boîte à la fin de mes études. C'est pour ça que je suis arrivé à Paris. Et aujourd'hui, je suis sur un autre projet dont je viens d'expliquer le concept qui s'appelle Tail. Et voilà, c'est à peu près tout. Avant ça, j'ai eu un parcours aussi de sportif de haut niveau. J'ai joué au rugby longtemps dans un club de Pro D2 qui s'appelle le Colomiers Rugby Club. Donc c'est un club qui est assez connu dans la région toulousaine et même au niveau français. Donc voilà. Donc globalement c'est ça mon parcours et aujourd'hui je suis content d'être avec toi, Seb. Ok, c'est cool. Et en plus c'est souvent en fait on retrouve beaucoup le sport dans l'entrepreneuriat. On voit plein d'athlètes se reconvertir, monter des projets entrepreneuriaux même pendant qu'ils sont encore athlètes, investir dans des trucs et tout. Ça se voit régulièrement, quoi. Je crois que ça va bien de pair, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est assez, en tout cas, on l'a vu dans plein d'athlètes connus, hein. Je sais pas pourquoi, je pense à Toulouse, mais bon, on n'est pas très loin, mais je me demande si Jean Tigana, il est pas de Toulouse? Jean Tigana, il est pas très loin, je pense. Ouais, il est pas très loin, ouais. Ouais, pas très loin, qui est dans les vignes ou dans des marques de fringues. Enfin, il y a toujours des trucs, et voilà. Généralement, les athlètes. Exactement, mais finalement, en fait, ça va de pair parce que c'est une même approche. On arrive dans quelque chose où il y a de la compétition, où finalement, il faut beaucoup de résilience. Et pour réussir dans le sport, comme pour réussir dans le business, finalement, c'est exactement, on demande les mêmes choses, de la rigueur, de la préparation. Et de la résilience et travailler son mental, travailler son corps, son esprit, tout ça est lié. Donc finalement,
il y a beaucoup de sportifs et surtout maintenant avec les nouvelles générations où, par exemple à Toulouse, où il y a beaucoup par exemple, de joueurs de rugby qui ont des business à côté alors qu'ils sont toujours en activité et que je trouve ça, en fait, c'est une logique. Et c'est une logique qui est encore plus présente aujourd'hui qu'avant. Et je suis complètement d'accord avec toi. Le sport et le business, ça se rejoint carrément. Ouais, le mental, ça fait la une de l'équipe aujourd'hui, où en fait, on dit que les joueurs de tennis français et les joueuses françaises, en fait, au vu de leur parcours à Roland-Garros, on pointe du doigt le mental de nos athlètes, en tout cas pour le manque de réussite sur ce Roland-Garros. Mais bon, voilà, ça fait pas mal de polémiques, mais je crois que malheureusement, ça tient pas qu'au mental, en fait. Ça tient pour moi à une question de travail, de rigueur, de résilience. C'est ça. Y a pas et d'encadrement aussi, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la systémie de la performance avec tous les ingrédients qui peuvent en tout cas faire le combo gagnant pour réussir une performance. Mais il y a aussi, souvent ce que je dis, il y a aussi l'environnement de l'athlète qui permet la performance. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est que le mental des tennismen et des tenniswomen qui pêche, quoi. Je pense que en France, souvent, comme je le disais encore aujourd'hui, malheureusement, en fait, il y a plein de pays où on peut, gravir les échelons socialement par le sport, par le côté artiste, quelle que soit la musique ou autre chose. Alors qu'en France, c'est pas forcément culturel, en fait. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, nos parents, ils nous enseignent, le sport. Quand tu arrives et que tu passes le bac, ils te disent les études d'abord, le sport après. C'est vrai. Et c'est souvent ça, moi je pense qui fait la grande différence, c'est que ailleurs en fait on peut investir dans le sport parce que ça peut être un vrai projet professionnel, alors qu'en France c'est jamais considéré comme un vrai projet professionnel. Donc, c'est vrai. Après je pense que quand même ça a beaucoup bougé depuis, parce que même moi quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée où il y avait sport études. Et il y a quand même cet encadrement, on était préparé à ça. Le sport, c'était quand même, ça faisait partie en termes de rapport, d'équilibre études-sport, c'était quand même du 50-50. Et donc après, il y a eu d'autres personnes qui ont eu la chance de partir dans des pôles France. Donc quand même, en France, finalement, on est quand même assez chanceux. Il y a des choses qui se sont mises en place depuis quelques années. Et même dans l'école que j'ai faite, il y avait Toulouse Business School, il y avait aussi, il y avait pas mal de sportifs de haut niveau et puis, il y avait des aménagements d'horaire pour certains nageurs qui devaient nager le matin, ou même nous, quand on avait entraînement de rugby le matin, etc., on avait les horaires aménagés, donc c'était plutôt sympa. Ouais, c'est important. Il y a quand même ça. Après, c'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau des Américains ou même d'autres pays européens, mais parce que chez eux, c'est culturel plutôt. Donc, c'est même le sport et devant les études. Et on peut avoir des bourses pour aller à l'université parce qu'on est juste bon au sport. Et en France, on n'existe pas, en fait. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on a un petit retard quand même et aujourd'hui, on le voit, comme tu le dis, sur Roland-Garros, où en fait, finalement, ça pêche parce que les athlètes sont jeunes. Finalement, ils ont eu peut-être un parcours académique aussi qui leur a pas permis de s'entraîner comme ils voulaient, malgré les horaires aménagés, etc. Donc ça joue aussi sur le rapport à leur technique sur le court et peut-être aussi sur l'approche du mental lié à tout ça. Donc, ouais, très certainement. De toute façon, en France, et puis ça, on le voit beaucoup. En fait, il y a le double projet, c'est-à-dire le projet sportif et le projet professionnel. Alors, soit post-carrière, s'il faut une belle carrière, mais en tout cas, il y a les deux. Alors que très souvent à l'étranger, de ce que je vois, en fait, ils s'impliquent à fond. En fait, il y en a, ils lâchent l'école. Il y a des parents, ils vendent leur maison, ils hypothèquent leur truc. En fait, c'est un projet de ouf. Mais nous, je pense qu'on n'est pas là-dedans, en fait. On n'est pas là-dedans, pas encore, en tout cas peut-être un jour, mais voilà, après, je sais pas si c'est véritablement les résultats des Français à Roland-Garros, je pense que c'est un peu, mais bon, je veux dire, c'est tellement, ils oublient tellement de prendre en considération que la concurrence internationale est hyper dure et que, au final, ça dépend pas aussi que, de nos athlètes, quoi. Je veux dire, si on a des athlètes qui sont bien plus forts que les nôtres, ils sont bien plus forts, quoi. Ouais. Mais la concurrence, elle est rude dès le plus jeune âge, quoi. En tout cas, dans le tennis, c'est ce que j'en sais, hein. Moi, c'est plus mon sport de prédilection. Toi, c'est plus le rugby. Exactement. On voit bien qu'ils se donnent d'autres moyens pour pouvoir aller sur de hautes performances, quoi. Ouais, c'est vrai. On verra un peu ce que ça donne
les JO 2024, mais Ouais, ça va être sympa à observer, hein. Surtout qu'on est en France et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que peut-être, comme tu le dis, on a tendance à oublier aussi la concurrence internationale et on se focalise vraiment sur ce qui se passe sur nos terrains autour de chez nous et dans l'hexagone en général. Même si après l'approche du tennis est quand même assez différente parce que c'est des compétitions qui sont internationales tout de suite. Pas vraiment de parcours, il y a pas un championnat de France, il y a pas tout ça comme dans d'autres sports. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, je pense. on a tendance à oublier. Enfin, on regarde un peu trop notre nombril et puis on voit pas. C'est quoi. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que dans les autres pays, en fait, les gamins, ils s'entraînent du matin au soir, quoi. Tu vois, il y a pas de, je vais à l'école et je vais un peu m'entraîner. Je mise tout sur mon projet sportif. Et puis, si ça marche pas, je ferai des études, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. On est un peu sur les deux. On se dit, bon, mais si ça marche pas, bon, bah voilà, mais j'ai un peu les deux, quoi. Donc, c'est notre approche, en fait. Mais c'est plus compliqué parce que finalement, quand tu mets de l'énergie sur deux choses et tu n'as pas 100% de ton énergie concentrée sur quelque chose. Donc, finalement, tes résultats, ils seront pas à la hauteur de tout l'engagement que tu as mis parce que tu auras mis que 50% de ton engagement, finalement. Même si c'est 100% des 50%, c'est comparé à quelqu'un d'autre qui va faire que ça et se concentrer juste sur le sport. C'est vrai que au fur et à mesure des années, l'effet cumulé va faire qu'il y aura un retard certain. C'est juste. Et surtout que, en fait, dans un sport individuel comme le tennis, en fait, ils s'entraînent dès le plus jeune âge, tu vois, très, très jeune. Donc, le retard cumulé, il est énorme, en fait, au final. Ouais, c'est vrai. Ouais. On le voit, hein. Ouais. Mais du coup, on va faire un petit peu ton portrait chinois. Tiens, c'est un peu le rituel et l'exercice, c'est le warm-up souvent du podcast. Yeah. Et ensuite, on reparlera un peu de ton parcours, on parlera de mental et des tips que toi tu peux nous donner en tant qu'ancien athlète dans le rugby et puis en tant qu'entrepreneur. Ok. Allez, avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors du coup, si tu devais choisir une couleur, Yanis, quelle couleur? Je dirais le bleu. Et quelle est la raison du bleu? La raison du bleu, c'est franchement, il n'y a pas de raison finalement. C'était une couleur que j'ai portée par exemple à Colomiers depuis mon plus jeune âge et qui m'a suivi. Et ça a été aussi peut-être en référence à mon papa qui est sa couleur préférée. J'ai toujours vu avec des costumes bleus. Je sais pas pourquoi et ça m'a marqué et c'est une couleur qui me parle beaucoup. Okay. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? C'est le matin. Une raison particulière? En fait, je me lève super tôt. Je me réveille à 4h30. Et c'est un moment où en fait, soit tout le monde est couché, soit les gens vont se coucher pour certains qui sont un peu plus fêtards. En fait, du coup, c'est un laps de temps où j'ai l'impression d'être tout seul et je peux me concentrer sur ce qui est le plus important pour moi. Et du coup, débuter la journée comme ça, je trouve ça super cool et c'est vraiment la chose qui me met en fait, qui finalement va faire en sorte que ma journée va bien se passer ou pas. Mais c'est le moment que j'apprécie le plus parce que je suis tout seul face à ma journée, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais un livre ou éventuellement un film J'ai un livre qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps et que j'ai relu récemment. C'est Zero to One de Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal et finalement le livre explique que le plus important c'est de passer de 0 à 1 et après le reste se fait naturellement et c'est le plus dur aussi. Du coup, il explique comment se concentrer pour passer de 0 à 1, je trouve ça super inspirant et c'est une personne qui est hyper inspirante. Donc je dirais de Zero to One de Peter Thiel. Ok. Un film? Il y a un film qui m'a marqué sur l'approche de la publicité et c'était 99 francs avec Jean Dujardin. Et c'est un film c'était mon film de chevet, si on peut appeler ça comme ça, quand j'étais plus jeune. Et qui m'a donné envie de faire de la publicité différemment en se concentrant sur des choses j'étais super jeune quand ce film est sorti, mais en fait ça m'a marqué parce qu'il montrait le consumérisme, ça parlait énormément de ça. Et du coup ça a révélé des choses en moi que j'avais pas conscience de ça étant plus jeune et finalement je me dis waouh, en fait c'était juste ouf et ce film là vraiment c'est quelque chose qui a bercé un petit peu mon adolescence, je dirais. Et du coup 99 ans. Ok. Tu devais être une citation, tu seras laquelle? Si je devais être une citation, compliqué. Franchement, c'est une bonne question parce que je réfléchis jamais aux citations. Mais ça peut être un
Répète souvent. Ouais, mais moi, ça serait plutôt... il me semble que c'est ça la citation, c'est « Soyez fous, soyez vous-même ». Et c'est Steve Jobs qui a dit ça. Et je pense que c'est quelque chose qui me représente bien dans l'idée. C'est-à-dire, en fait, finalement, il faut écouter sa part de folie qui est une part créatrice et qui fait que les choses évoluent. Et être soi-même dans ce monde-là, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on essaye de nous mettre tous dans des cases, dans des moules. Et quand t'es un peu différent et que t'essayes de faire des choses différemment avec une approche différente, on essaye quand même de te recadrer en disant « Calme-toi, jeune homme ». Et ouais, je dirais peut-être, du coup, cette phrase-là de Steve Jobs. Okay. La plus grande qualité, c'est quoi? Plus grande qualité? En vrai, en toute humilité, je pense que c'est ma générosité, mais c'est aussi mon plus grand défaut. Donc, je dirais la générosité. Ok. Et si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Impatient. Ok. Allez, une petite dernière et après on parle de ton parcours. Si tu devais choisir une personnalité qui t'inspire, ça serait laquelle? Ça pourrait être même une personnalité pas forcément connue, mais ça peut être quelqu'un qui t'inspire et à la limite même que tu aimerais voir, écouter dans mon podcast, par exemple. Une personnalité qui m'inspire. Ben là, en ce moment, c'est un pote à moi que j'aime, qui pourrait en plus venir sur ton podcast à en parler. C'est Gaël Ficou. Il a un parcours assez atypique, il vient de loin et il arrive à faire des choses exceptionnelles alors qu'il a que 28 ans. Du coup, je dirais Gaël Ficou en ce moment. Ok. Il fait quoi? Il est joueur de rugby, il est vice-capitaine de l'équipe de France et c'est le capitaine du Racing Métro 92. Ah, ok. Bah, il est bien sur le podcast. Hein. Et... Bah, je ferai passer le message. C'est bien, c'est toujours intéressant d'écouter les sportifs et voilà, les gens qui sont inspirants. Carrément, ouais. Et lui, pour le coup, il est vraiment inspirant. Il est capitaine, ça doit pas être pour rien. Ouais, c'est exactement ça. C'est un bon leader d'homme. Ok, bah écoute, avec plaisir en tout cas. S'il souhaite venir, j'en serais ravi. En tout cas, le message sera passé, ça, sans sûr. Ok, allez, on met sur ton parcours. Il t'inspire quoi, ton parcours? Mon parcours, il m'inspire plein de choses. En fait, il m'inspire en premier lieu, je pense, la résilience. Parce que ça a été dur. En fait, finalement, ma vie, c'est les montagnes russes. Donc, je pense que c'est le parcours de sportif et d'entrepreneur aussi. Les deux sont liés. Parce que, tu vois, dans mon parcours sportif, j'ai eu beaucoup de blessures qui font que tu montes, tu as un niveau super élevé, tu te blesses, tu redescends, tu reprends tout, etc., etc. Et dans le business, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a des phases qui sont super cool où ton projet en l'occurrence sur lequel tu es en train de travailler marche bien et évolue bien. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ou tu sais pourquoi, mais a posteriori, et tu te rends compte que tu as fait plein de bêtises, mais ouais, c'est les montagnes russes et du coup, il m'inspire ça. Il m'inspire ce changement. Une fois, c'est super cool et une fois, c'est super dur. Mais finalement, en faisant cette moyenne de tout ça, c'est un parcours qui est cool. Je suis content et je suis chanceux quand même. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, finalement, est-ce qu'elle fait un peu écho à ton parcours ou pas? Rendre possible l'impossible, ouais, je pense. Après, j'ai pas encore rendu possible l'impossible. Je pense que je suis vraiment encore dans cette phase-là d'essayer de rendre possible l'impossible. Mais fait écho du coup sur ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ouais. À parler de mental, tu devais définir le mot mental. Tu le définirais comment, toi? Mental, je dirais force mentale. C'est en fait pour moi le mental, c'est lié à la force mentale et pas qu'au mental où on est enfermé dans notre psychisme, je dirais, mais plutôt ouais, avec lié. Ce que ça représente pour moi vraiment, c'est force. Je sais pas pourquoi, mais j'associe vraiment mental avec force. Donc je dirais force mentale pour moi. Et si tu devais te décrire quelqu'un qui a un bon mental, tu le décrirais comment? Pour moi, c'est quelqu'un qui a un bon mental, c'est une personne qui a un objectif, qui s'est fixé, et malgré les hauts et les bas qu'il va vivre, il va toujours faire en sorte d'évoluer, de grandir et d'atteindre son objectif fixé. Je pense que c'est ça. Ok. Toi, personnellement, tu te prépares mentalement? Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui que tu pouvais éventuellement utiliser dans le sport et que tu dupliques aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Finalement, c'est la concentration et deux choses. Je pense la visualisation et la concentration. Donc, je visualise mon objectif et comment je pourrais atteindre cet objectif-là en me faisant vraiment, en me mettant comme si vraiment j'allais l'atteindre tout de suite. Donc, ce travail-là, donc préparation mentale pour atteindre cet objectif-là. Comme par exemple, je vais amener une image, ça va être celle du rugby. Quand je suis dans les vestiaires, je m'imaginais déjà sur le terrain
faire mon premier plaquage, tu sais, vraiment me concentrer sur la première action que je vais faire du match. Mais là, c'est un peu pareil. Et du coup, ouais, j'utilise la visualisation principalement. Et en prépa mentale, ça va être vraiment quasiment que ça. Et après, de la concentration en étant dans une bulle avec beaucoup de musique classique. J'écoute toute typologie de musique, même si ma typologie préférée restera le rap. Et j'ai un attrait pour cette musique-là. Mais j'écoute beaucoup de musique classique aussi, parce que c'est quelque chose qui me permet de rentrer dans quelque chose, je sais pas, qui m'amène ailleurs finalement et qui me permet de me concentrer. Ok. Est-ce que c'est ton éducation via tes parents ou c'est ton éducation sportive via le rugby qui t'a permis de construire ta confiance en toi? Je pense que c'est un peu des deux. Je suis l'aîné de ma famille, donc déjà j'ai eu un rôle. Fallait montrer l'exemple, il fallait toujours été amené comme ça, même inconsciemment peut-être. Mais aussi, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, j'ai été chanceux à ce niveau-là. Donc, je vais pas dire que j'ai toujours eu confiance en moi, mais je me suis toujours dit que j'allais avoir un destin différent. Mais je saurais pas expliquer pourquoi et comment. Mais c'est quelque chose qui m'a du coup permis, dans les échecs, dans les coups durs, dans les moments compliqués. Et en fait, j'avais cette phrase-là en tête: ton destin sera différent, concentre-toi, continue, lâche pas. Donc il y a ça. Après, ouais, il y a forcément le côté sport où en fait, quand t'es dans un club pro, et même si c'est tes potes, t'es en compétition avec eux. Donc en fait, t'es tout le temps en compétition et le mental, il joue là-dessus. Donc il apporte sur ta confiance en toi aussi. Donc si tu commences un peu à faiblir mentalement, t'as un peu moins confiance, et quand t'es un peu plus fort mentalement, t'as un peu plus confiance. Ok. On parle souvent en France du droit à l'erreur. Tu te situes comment par rapport à ça? Ben, je pense que le droit à l'erreur, il est bon. Heureusement qu'on a le droit à l'erreur. C'est ce qui permet de progresser, finalement, l'erreur. C'est permet de comprendre quelles sont nos faiblesses, quelles ont été nos erreurs, les corriger, et ça nous permet de progresser et de finalement d'avancer encore plus vite sur l'atteinte de nos objectifs fixés, quoi. Finalement, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. C'est clairement ça, ouais. Enfin, ouais. Moi, je reprends souvent ce terme-là parce qu'on l'emploie en France, mais pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des expériences sur lesquelles on s'appuie pour progresser, comme tu le dis si bien. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Après, les erreurs et les expériences, tout ça, c'est la vie, en vrai. On fait des erreurs, en faisant des choses, on fera forcément des erreurs. On n'arrive pas à tout faire bien, on reste des hommes, et on connaît pas tout, et justement, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc, on apprend tout le temps, finalement. Et on fait des erreurs tout le temps. Effectivement. Si je te dis le regard des autres, en penses quoi? Je pense que c'est pas important, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un frein, et qui a été longtemps un frein chez moi, parce que tu veux plaire à tout le monde, en fait, finalement, tu te plais plus à toi-même. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas, en fait, qu'il faut garder dans un coin de sa tête pour pas faire des choses mauvaises et amener un mauvais regard sur soi. Mais après, derrière, je pense que c'est pas important, ouais. Ce qui est le plus important, c'est le regard que toi, tu portes sur toi et les valeurs que tu as envie de prôner. C'est tout. Est-ce que tu es quelqu'un qui est assez positif, ou malgré comme tu disais, c'est un peu les montagnes russes? Donc, je suppose que tu es quand même quelqu'un de positif, et du coup, comment tu fais pour maintenir cette positivité, même dans les montagnes russes que tu vis? C'est une bonne question. Je pense que vraiment, finalement, il y a mon entourage. Après, je suis un homme, il y a des moments où je suis hyper négatif et j'ai pas envie de croire à la beauté de la vie. Mais en règle générale, quand même, je suis assez positif. J'ai plein d'espoir et j'ai envie de faire des choses cool dans la vie. Donc, je reste positif et j'ai des objectifs clairs et définis. Mais sinon, moi, je dirais que c'est mon entourage. Quand je suis dans des moments un peu plus négatifs, j'ai ma copine avec qui est juste parfaite pour ça et qui arrive à me remettre dans la positive attitude. J'ai mes associés qui sont dans le même état d'esprit. Je pense que c'est vraiment mon entourage qui me permet d'avancer. Ouais, c'est important l'entourage, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est clairement important, ouais, bien sûr. Pour la performance, peut-être, mais bon, c'est pour tout, quoi, dans la vie. Ah oui, clairement. Exactement, ouais. On va parler de motivation. Quels sont tes trucs pour te motiver? Mes trucs pour me motiver, c'est, en fait, je saurais pas l'expliquer, mais je suis issu d'une famille
pas aisé du tout. Et j'ai toujours eu comme objectif d'offrir une vie différente à mes parents. Et c'est le truc qui me motive principalement dans l'idée. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose qui va les élever, qui va élever leur vie du quotidien. Et du coup, je pense que vraiment c'est ma source principale de motivation. C'est ça et réussir mes objectifs parce que je suis quand même un compétiteur et quand je me fixe quelque chose, j'ai envie de l'atteindre. Mais ouais, sinon la première source, c'est sûr, c'est mes parents. Et j'ai envie que ma maman vive une belle vie et comme mon père, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui m'a toujours guidé et que j'ai en moi depuis toujours. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir du coup? Je pense qu'il faut avoir un plan pour réussir. Je pense qu'il faut vraiment définir déjà principalement son objectif et derrière en fait on découle un plan qu'on se construit et qu'on modifie tout au long de notre parcours parce qu'on se trompe souvent sur le chemin à prendre mais ouais, je pense qu'il faut un plan. Sinon on part un peu à l'aveuglette et on va nulle part en vrai. Ok, on va parler de la gestion des émotions. Est-ce que tu as eu recours en tout cas à des outils ou toi-même, comment tu t'y es pris? Parce que parfois on a ses propres outils, hein. On n'est pas obligé d'aller chercher ceux des autres ou ceux qu'on peut trouver dans des livres ou autre chose. Sur des événements où tu as dû avoir à gérer une forte pression? Des outils, j'appellerais pas ça des outils, mais quand j'ai une forte pression, j'ai besoin de me retrouver moi-même et face à moi-même. Et en fait, pour ça, j'ai un petit tips que j'applique et qui me va très bien. C'est que j'ai besoin de nature. Donc, j'habite dans le centre de Paris, donc qui est complètement à l'opposé de la nature, mais du coup, je m'isole et je pars en forêt et en fait, j'arrive à relâcher la pression, à gérer cette gestion du stress. Ça me permet de remettre les pieds sur terre et d'avoir un esprit un peu plus clair après. Donc, quand je sors de là, généralement, j'ai une visualisation des choses qui est plus claire. Donc, en vrai, mon type, c'est aller en forêt. C'est nécessaire pour l'esprit. En fait, Exactement. Ok. Bon, c'est vrai, autour de Paris, il y a encore des belles forêts, heureusement. Ouais, c'est cool. Ouais, ça va, on a de la chance. Là, récemment, il y a 2 semaines, je suis allé avec ma copine du coup au parc de Sceaux, que j'ai découvert et je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est même ces lieux-là, alors qu'il y a quand même pas mal de monde, mais c'est des lieux qui sont hyper relaxants et c'est à 20 minutes de Paris, quoi. Donc oui, on a de la chance. En Ile-de-France, du moins, il y a plein de choses. C'est cool. Parc de Sceaux, j'y habitais juste à côté pendant un petit moment et effectivement, c'est super grand, tu peux te balader, c'est beau. Ouais, c'est super beau. Faire ton running. Ouais, exactement. C'est super cool. Mais en fait, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps et c'est super sympa. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de la concentration, c'était un élément important aussi dans ta préparation. Donc, tu m'as dit que tu utilisais la musique classique pour être dans ta bulle. Et est-ce que tu as d'autres éléments que tu utilises pour rester focus? D'autres éléments, franchement, pas vraiment. En vrai, pour rester focus, je sais que j'ai des choses à atteindre que j'ai pas encore atteint. Et du coup, vraiment, c'est ça qui me pousse à aller, à me dépasser, à faire en sorte de grandir et d'être une meilleure version de moi-même chaque jour, dans l'idée. Même si c'est quelque chose qui est assez banal et qu'on entend souvent dans plein d'interviews. Mais c'est ça, en vrai, je suis quelqu'un de concentré, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. En sachant ça, ça me permet de pouvoir me concentrer à 200% sur les choses principales et pas m'éloigner de mon plan de base, quoi. C'est ça qui est le plus important. C'est pas trop s'éloigner. Il y a des fois, on a besoin de ces moments-là, un peu d'égarement et parce que ça amène aussi une part de créativité où on se retrouve un peu dans une zone qu'on ne maîtrisait pas parce qu'on l'a pas écrit ou on l'a pas, mais vraiment, pour me concentrer, je reste focus sur mon plan et en fait, je fais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Parce que dans notre plan, pour atteindre nos objectifs, il y a des choses qui sont super cool à faire, mais il y a d'autres choses qui sont pas cool à faire. Et c'est ça aussi qu'il faut réussir à faire. Finalement, c'est apprendre à se faire mal et à se dire que, en fait, pour atteindre ces objectifs, il y a des choses qu'on va être obligé de passer par là, même si on n'aime pas les faire. Effectivement. Allez, ma petite dernière que j'aime bien poser, c'est pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Est-ce que tu es en phase avec ça ou pas? Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je pense qu'il faut rien lâcher et en même temps, il faut tout lâcher. C'est super, ce que je suis en train de dire, c'est super bizarre, mais la force mentale, c'est ne pas lâcher son objectif, mais c'est être prêt à lâcher plein de choses qui sont hyper négatives autour de nous. Donc, je pense que la question, il ne faut rien lâcher, c'est pas une affirmation. C'est
il ne faut rien lâcher et il faut tout lâcher aussi en même temps. Donc tout lâcher, c'est lâcher la pression, relâcher la pression et avancer. Je pense que la force mentale, c'est ça. C'est tout lâcher d'un côté et ne rien lâcher de l'autre. Ok. Je sais pas si j'ai été clair. Oh, non, t'as été très clair. T'as été très clair sur. Ok, cool. Faut pas lâcher et se relâcher. Ouais. Il y a des moments pour tout, en fait. Il y a des moments où il faut être vraiment à 100% dans la puissance mentale, faire mal, pas lâcher, et des moments aussi où il faut être hyper relax et tout relâcher pour repartir après. Donc je pense que c'est les deux. La force mentale, elle se construit comme ça finalement. Sur les moments forts où on va devoir être hyper fort et amener cette force-là, et des moments où il faut lâcher la pression et renforcer notre force en fait. Ok. Bah écoute, en tout cas, nous, on te souhaite de rien lâcher en ce qui concerne Tail. Ouais, c'est cool. Ça fonctionne. Tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, bien sûr. Mais du coup, comme ce que je disais au départ sur ma présentation, Tail, ça va être une plateforme qui va du coup permettre aux créateurs, donc toute typologie de créateurs, ça va être des athlètes, des artistes, des modèles, des podcasteurs, toutes les personnes qui créent quelque chose finalement, qui vont pouvoir récompenser leur communauté et leur fanbase pour leur engagement à travers les actions qui sont faites sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Dans l'idée, dans un premier temps, c'est notre stratégie. On a envie d'amener quelque chose où, en fait, on s'est toujours dit avec mes associés que finalement, la carrière de quelqu'un, quand on parlait de l'entourage, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est la force et la puissance de l'entourage et c'est les actions qui vont être mises en place et faites par l'entourage de cette personne-là. Et c'est comme ça qu'une carrière grandit, qu'une personne évolue. Et on a vraiment voulu redonner du sens à cela, parce qu'en fait, on est dans un monde où des créateurs qui deviennent super célèbres, on oublie finalement qu'ils sont passés par des tas de choses et que c'est grâce à la force et à l'engagement de sa communauté que leur carrière a évolué, qu'ils ont finalement grandi et que leur place dans laquelle ils sont bien installés aujourd'hui, c'est grâce à leur communauté, à leurs fans. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est que en fait, ces personnes-là redonnent quelque chose à cette communauté qui a fait toutes ces actions-là. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire et à mettre en place, c'est rendre transparent les actions qui sont faites par chaque individu sur les plateformes sociales et de streaming, pour que l'artiste se rende compte finalement des actions qui sont faites individuellement par chaque personne. Et du coup, connaître ses fans les plus assidus, les plus engagés et les récompenser en fonction de cet engagement-là, quoi. C'est une notion qui est hyper importante aujourd'hui, et rendre l'appareil et juste remercier les gens qui ont fait en sorte que notre vie évolue. Donc c'est ça c'est notre principe, c'est notre idée, c'est notre mission, et c'est ce sur quoi aujourd'hui on est concentré. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on est encore en version bêta, on est en train de débugger tout ça, d'essayer ça avec un panel de users, que ce soit des créateurs mais aussi des fans, et l'application devrait pas tarder à sortir, avec de belles surprises en termes de créateurs de contenu, de sportifs, de modèles. Il y a pas mal de monde qui sont intéressés de près et de loin au projet Tail. Donc c'est super cool, ça fait super plaisir. Et donc notre stratégie, c'est vraiment de mettre ça en place le plus rapidement possible et de faire quelque chose de cool, qui a un rayonnement international avec comme mission de créer une relation encore plus saine et plus belle entre les créateurs et leur communauté. C'est notre objectif. C'est que il y a l'idée de reconnaissance derrière. Exactement. Très bien. D'être reconnaissant. Et j'espère t'y voir dessus, Seb. C'est avec immense honneur que. C'est sur l'ancienne version, moi. Toi, t'es sur l'ancienne version. Mais du coup, tu seras sur la nouvelle version qu'on va te présenter. Et c'est cool. En vrai, c'est bien. Et comme ça, tu vas pouvoir récompenser ta communauté, les gens qui t'écoutent, tes auditeurs. Donc c'est super, et t'as un bon exemple de ça aujourd'hui. Ouais, non, c'est top. En tout cas, je réponds présent, en tout cas, à l'invitation. Cool. Le dernier petit mot, du coup, le mot de la fin, je le donne souvent à l'invité. Savoir s'il y a quelque chose qui te tient à cœur de laisser comme message à la fin du podcast, un message qui finalement te suivra à chaque écoute. J'ai quelque chose, je pense, quelque chose qui me tient à cœur finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a tous un talent, on est tous faits pour quelque chose, et on a tous des rêves. Faut juste écouter sa petite voix intérieure et son intuition et la suivre et y aller, même si c'est dur,
même si on va avoir des moments qui vont être compliqués, c'est se dire que sur Terre, on est là qu'une fois. Donc, il faut aller au bout des choses qui nous plaisent et qui nous donnent envie de se réveiller le matin. Pas écouter les gens autour de nous qui ont envie de peut-être nous mettre dans des cases et nous peut-être pas nous canaliser sur ou même pour certains essayer de faire en sorte que nos rêves n'existent plus parce que eux ont arrêté de rêver. Donc moi je dirais ça, c'est s'écouter, essayer de vivre ses rêves. On va pas toujours y arriver, c'est sûr. Mais en tout cas tout faire pour pas être rempli de regrets et se dire si finalement j'aurais agi de telle manière, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Non, viens, on le fait, fais-le, crois en toi. Ça va être dur, tu vas devoir apprendre plein de choses, mais te laisse pas abattre et écoute pas les autres. Écoute les autres de temps en temps, écoute plus ton cœur et ton intuition que ton entourage. Enfin, que les gens autour de toi qui vont essayer de peut-être te freiner ou te ralentir. Parce que finalement, on est seul capitaine de notre navire, qui est notre corps. Donc, faisons en sorte de le faire avancer et de faire les choses qui nous plaisent. Donc, je dirais ça, ouais. S'écouter plus. Ok. Bah, écoute, c'est un beau message pour terminer cet épisode. Je te remercie pour le temps. Bah, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Pour pouvoir faire cette interview. Et puis, écoute, je te dis bonne continuation et puis plein de réussite dans ce projet. Merci beaucoup, Sébastien. Je te dis à très vite. Et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.